Allez, c'est parti pour le débrief de l'actu tech de Smart Tech. On va voir ce qui s'est passé dans cette semaine. Je voulais démarrer par un petit erratum déjà sur notre débrief de la semaine dernière quand on a évoqué le SAV hyper local lancé par Free. Un des commentateurs s'est un peu emballé en disant « Oh, mais finalement, ce n'est présent que dans 3 villes ». Alors, on remet les choses à leur place. On va vous montrer une carte d'ailleurs sur ce service donc, qui s'appelle Free Proxy. Ce sont des petites équipes de 8 à 10 conseillers Free qui sont disponibles donc 7 jours sur 7, de 8h jusqu'à 21h, qui s'engagent à répondre dans les 15 minutes à un problème donc en hyper local, vraiment près de chez vous. Intervention dans les 2 heures, au pire, c'est très complexe, c'est 24 heures. Et alors, ce dispositif, il est déployé aujourd'hui dans toute la France et non juste quelques villes. L'objectif, c'est d'atteindre fin 2023 150 équipes de proximité pour couvrir 50% du parc. Je rappelle que Free, c'est quand même 21 millions d'abonnés. Ça fait du monde. Mais là, déjà, aujourd'hui, à ce jour, on en est à 25% du parc qui est couvert avec 70 équipes locales. C'est pas seulement dans les grandes villes qu'on peut accéder à ce service hyper local. On peut y accéder aussi à des villes, enfin, dans des régions moins peuplées. Je vais citer par exemple Nevers ou Brive-la-Gaillarde, que tout le monde connaît. Voilà pour l'erratum dans le débrief. Maintenant, on va pouvoir commencer à commenter l'actu de cette semaine avec Stéphanie Hospital. Bonjour. Bonjour. Fondatrice du fonds d'investissement dédié aux entreprises du numérique, One Ragtime. Vous êtes parmi les 50 personnalités européennes les plus inspirantes. Vous êtes aussi membre de France Digital. Je vous présente un peu plus précisément qu'Alain Staron, qui vient toutes les semaines. Bonjour Alain. Bonjour Delphine. Donc cofondateur et président d'Artifil, si jamais on avait oublié. Et vous partez au CES Absolument. De Las Vegas, dont on a parlé juste avant. Vous êtes donc dans cette délégation française avec Business Délégation France. France, cette année, on est avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui fait partie de la plus grande délégation. Et on va donc présenter notre Innovation Award. Bon. Première actu que nous allons commenter ensemble, c'est le lancement par Ledger d'un nouveau portefeuille pour des NFT. Un portefeuille assez luxueux. Il a été conçu par celui qui a inventé le design de l'iPod. Donc c'est très luxueux. Ça ressemble en fait à un mini iPhone pratiquement. Il y a un très joli écran dessus, un écran de type encre électronique comme un livre. Et d'ailleurs, la forme représente aussi un peu un livre électronique et ça permettra aux propriétaires de NFT d'afficher leurs œuvres, par exemple, dessus. C'est un très bel objet. Ça répond à des nouveaux usages et des enjeux de sécurisation de tous ces nouveaux actifs numériques. Mais enfin, ça coûte quand même la petite somme de 279 € l'exemplaire. Alors, est-ce que vous trouvez que c'est un très beau produit, peut-être trop? Est-ce que vous êtes séduit, Stéphanie? Alors moi, j'ai toujours un problème fondamental depuis le départ de toutes ces technologies NFT blockchain, de se dire que pour sécuriser un actif digital, on a besoin d'avoir un objet physique. Et que cet actif digital, il n'est pas sécurisé aujourd'hui dans le cloud. Donc fondamentalement, je me dis toujours, et d'ailleurs c'est peut-être pour ça que pour l'instant, nous n'avons pas encore investi dans des sujets autour des actifs numériques blockchain NFT, même si il y a des usages qui sont là, puisqu'il y a visiblement il y a plein d'acquéreurs qui ils vont se précipiter sur ce nouveau porte-monnaie sécurisé, coffre-fort. Mais je trouve que c'est un petit peu antinomique depuis le départ, et puis on l'a bien vu, c'est antinomique, mais en même temps ça sert, puisque un certain nombre de porteurs de ces actifs les ont perdus, et on a encore beaucoup trop de fraudes qui arrivent dans ce secteur d'activité. Donc moi, ça m'interpelle toujours un petit peu. Alors je dis bravo. Mais Stéphanie, c'est un peu le principe du figital, c'est-à-dire que tout ne peut pas être 100% numérisé. Parfois, on a besoin d'avoir une extension dans le monde physique. Mais là, vous ne trouvez pas que c'est une complètement antinomique? On a des actifs numériques de monnaie, d'œuvres d'art, qui en même temps ne sont pas suffisamment sécurisés pour le réseau. Oui, alors qu'ils sont censés être sécurisés sur une blockchain hyper robuste. Je suis d'accord. Il y a une sorte de contradiction. Ouais. Pour moi, c'est là encore où cette technologie et cette industrie très prometteuse va devoir avoir encore une révolution d'usage, puisque pourquoi est-ce que demain, on ne peut pas sécuriser ce qui est intrinsèquement digital dans l'environnement digital? Donc bravo aux équipes de Ledger qui ont fait un coup de génie une fois de plus et qui vont avoir bien sûr plein de clients qui vont se précipiter sur ce très bel objet. Mais en même temps,
pour tous les fondateurs dans le domaine de la blockchain, des NFT, des environnements sécurisés, mais faites-nous un environnement sécurisé dans le réseau. Ouais, l'étape d'après. Une réaction, Alain, Je là-dessus? suis pas sûr que ce soit possible, en fait. C'est l'extrême de la décentralisation. Le Web 3, le bout du Web 3, c'est chacun qui détient sa clé. Et la clé, à la fin, c'est un Secure Element. On sait qu'un Secure Element, le but du but, c'est évidemment, quand il est dans sa carte SIM, quand il est dans son portefeuille Ledger, c'est là qu'il est le plus sécurisé. Donc, c'est juste logique. Après, dire... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas possible. Mais on se dit quand même, avec cette promesse de vivre demain dans des métavers où tout sera 100% virtuel, Ouais. si je suis obligée d'aller à un moment Sauf dans le tiroir de mon bureau chercher... Sur un plan purement marketing, Ouais. à la fin, nous sommes des êtres physiques. Et avoir un bout de branche à laquelle on peut se raccrocher qui est à côté de nous dans notre poche, je ne suis pas sûr que ce soit totalement pas dans l'air du temps, en fait. On retourne vers des choses un peu physiques. Moi, je trouve que la meilleure des sécurités, souvent, c'est ce qu'on nous dit, c'est de multiplier, en fait, les outils de sécurité. Alors, à la fin, on a une clé. On l'a pas. Ouais. Et une clé, quand on l'a dans sa poche, en fait, dès qu'une clé est sur un cloud quelconque, elle attire plus de pirates, forcément, parce que dans un cloud, il y en a plusieurs. Bon, un Dans mot, ma poche, Stéphanie, il ça faut qu'on devient passe à plus notre actu après. Alors là, c'est vrai que moi, j'ai une vision totalement différente. Il y a déjà des technologies qui existent, qui permettent d'avoir des clés qui sont séparées en plusieurs morceaux à un seul endroit. Je pense que l'ordinateur quantique, quand va mettre toute sa puissance de calcul, on va de toute façon avoir des environnements qui, j'espère, vont être encore plus hackables et donc plus sécurisables. Donc, c'est plus une réflexion que moi je me pose. Je me dis, bon, on est dans un univers... Absolument. Mais enfin, pour l'instant, aujourd'hui, ça reste une solution assez essentielle. Bon, pour sécuriser ses actifs, mieux vaut multiplier la sécurité. Deuxième actu à commenter ensemble, c'est Apple qui lance son service d'auto-réparation en France. C'est-à-dire, on va pouvoir réparer nos iPhones avec des petits outils, des pièces détachées qui sont validées par Apple. Est-ce que vous vous dites c'est top ou alors c'est toujours pas suffisant? Non, c'est pas ça. Dire on va pouvoir, moi je pourrais pas. Enfin, c'est très compliqué. Ah bah oui, mais bon. Voilà, donc c'est pas. Il y a des manuels qui sont mis à disposition, Alain. Oui, mais c'est à un moment, il faut avoir la dextérité et tout le monde n'a pas forcément la dextérité et la patience. Donc je sais pas, je ne sais pas. D'autant plus qu'il n'y a pas d'équation économique favorable. Ça coûte finalement moins cher d'aller porter son iPhone pour changer la batterie dans un Apple Store que de le changer soi-même. Et là, on aura accès exactement aux mêmes outils que ceux qui sont disponibles dans les centres de services agréés Apple. Ouais. Ça donne une option quand même à tous ceux qui ont envie de le faire par eux-mêmes. C'est une fois de plus un coup d'avance par Apple. Alors moi, je m'étais demandé au démarrage des plateformes de seconde main sur les téléphones, si à un moment on n'aurait pas un Apple ou tout simplement les opérateurs qui soient beaucoup plus agressifs sur cette capacité à le faire eux-mêmes plutôt que d'avoir des nouveaux acteurs qui prennent ce marché. Et là, je pense que pour ces nouveaux acteurs, les back market et autres acteurs de la seconde main, très clairement, Apple va reprendre la main sur quelque chose qui, certes, n'est pas accessible à tout le monde, mais en même temps, va attirer plein d'utilisateurs avertis qui vont se dire je vais pouvoir rentrer moi-même. C'est complètement tendance, réparer mon téléphone avec des pièces détachées qui, en plus, sont des pièces détachées certifiées par Apple, qui, derrière, va avoir certainement un effet de bord encore plus fort sur tout ce marché de la seconde main. Alors, ce qui fait dire aussi que pour l'instant, c'est une offre trop limitée. Alors, ça concerne les iPhone 12 et 13 et les Mac aussi portables avec des puces Apple, mais on reste dans cet écosystème Apple. C'est vrai que économiquement, ça a du sens pour la marque. Oui, enfin... encore une fois, ça reste plus cher que d'aller voir un installateur agréé. Donc, pourquoi je le ferais moi-même si c'est parce que j'ai plaisir à le faire moi-même. Le coup d'après pourrait être, il faudrait qu'il change d'équation économique, justement de faire un levier sur un écosystème très large et à permettre à chacun, c'est Uber et les chauffeurs qui deviennent conducteurs, presque comme un taxi, de permettre à chacun d'être réparateur Apple, pas pour soi, mais pour ses voisins. Typiquement, si j'en avais un qui avait dans mon immeuble qui avait cette capacité à réparer un téléphone, je pourrais, comme je le connais, je pourrais très bien aller le voir et lui demander. Donc, on est vraiment, c'est début. Je pense qu'il faut vérifier, il faut voir où est-ce que ça va nous emmener. Mais on est vraiment dans cette logique de... Alors, le voisin qui dépanne, c'est sympa, mais au bout d'un moment, il faut que ça devienne un business quand même. Et pour le voisin, c'est un business. Bah oui, il faut le payer. On est d'accord. Mais c'est l'économie très locale. Stéphanie. Pour les voisins, on vient juste d'annoncer un nouvel investissement dans une société qui s'appelle PickMe, qui permet à chaque voisin de devenir un piqueur, donc de récupérer les colis
pour ses voisins. Donc, pourquoi pas après-demain faire de la réparation aussi. En tout cas, on voit bien le rôle du digital qui permet de recréer du lien. Et c'est ce en quoi, moi, je crois fondamentalement, plus que le fait d'avoir besoin d'un objet pour conserver des actifs digitaux, c'est plutôt utiliser le digital pour mettre de la valeur encore plus forte dans nos vies de tous les jours. Oui, puis on revient au premier sujet que j'ai traité sur l'hyperlocal. Hein. C'est vrai qu'on revient vraiment au service aussi de proximité. Autre actu à commenter ensemble, là on va parler des levées de fonds en Europe qui se sont écroulées. Ah, Stéphanie, non ? Alors, on va te parler de moins 18% en tout cas. Ça dépend comment on l'interprète. Ah, dites-nous. En Europe, moins 18%. Oui. Cette année encore en France, on va avoir un record de levée de fonds. Donc c'est l'un des seuls pays qui progresse, qui d'ailleurs devient le premier pays en termes de levée de fonds dans la tech en Europe, avec quasiment 12 milliards levés cette année. Donc oui, il y a un effondrement, mais en même temps, il y a une normalisation du marché, un retour à des rationnels économiques, des rationnels d'usage. Donc comme toujours, on va avoir des acteurs qui vont continuer à se faire financer, mais on revient à du rationnel business. Donc, oui, parce que ça arrive après une période d'un peu d'euphorie, hein, finalement. Donc vous dites, on revient à la normale, c'est ça ? Alors, Alain ? Je n'ai pas d'ancienneté suffisante pour dire est-ce qu'on revient d'où on vient, etc. À part le fait que le contexte international... là, en fait, les levées de fonds donc, en Europe ont atteint 85 milliards de dollars, ça fait à peu près 81 milliards d'euros, alors qu'on avait connu des investissements record de 104 milliards de dollars. Donc, moi, je constate, nous on est en période de levée de fonds, donc je parle que de ma toute petite lorgnette, voilà, et donc ça se passe plutôt très bien, mais j'ai pas d'avis sur, j'ai pas le recul de l'ensemble de l'écosystème. Voilà, tout ce que je sais, c'est que effectivement, alors nous on est vraiment early stage, donc les business angels sont très regardants sur des rationnels. Il faut que ce soit clairement un truc qui marche, qui répond à un besoin, etc., etc. Donc ils sont effectivement très regardants, donc c'est très long, mais effectivement, si on coche les cases, il n'y a pas de raison. Mais là, quand on a un chiffre comme ça qui sort, c'est le fonds Atomico qui l'a révélé, ça rassure pas forcément ce milieu des VC, j'imagine. Alors, moi, ça crée un climat plus tendu qu'il ne l'était encore. Au contraire. Alors, nous, on a la particularité, ça fait 5 ans maintenant qu'on investit, d'avoir toujours eu une attention à être accompagné des entreprises qui soient capital efficaces. Ouais. On a eu depuis 2 ans un afflux de liquidités sur les marchés. On a eu de l'argent qui était gratuit. Donc on n'a pas été regardant, un certain nombre d'acteurs ou de nouveaux acteurs n'ont pas été regardants sur les fondamentaux économiques. Donc là, tant mieux. On va revenir à quelque chose qui est rationnel. Une entreprise, à un moment, ça se vend sur un multiple d'EBITDA. Ça doit avoir des clients. Ça doit avoir une capacité à s'auto-développer, même si l'argent des investisseurs comme le nôtre, c'est un accélérateur pour aller plus vite et capturer des nouveaux marchés plus vite et devenir le numéro 1 dans un secteur. Donc mais quand même, Stéphanie, il y a une ambiance, un contexte global qui n'est pas super euphorique en ce moment. Mais justement, ça n'a jamais été le meilleur moment pour investir. C'est quand tout le monde se dit qu'il ne faut surtout pas investir qu'il faut y aller. Donc moi, je vois c'est une bonne nouvelle, ça, Alain. C'est le moment de lever des fonds. Oui, c'est justement, on est dedans. Enfin, ce que je constate juste, c'est que c'est effectivement très... Mais est-ce qu'en France, parce que si en France on a des meilleurs résultats que d'autres pays européens en termes de levée de fonds, est-ce que ça ne veut pas dire qu'on pêche un peu par optimisme ou qu'on a un petit retard à l'allumage finalement sur la réalité du terrain ? Alors moi je reste super optimiste sur l'écosystème tech français, puisqu'en fait on a créé un écosystème avec des fondamentaux très solides. Des talents internationaux. Vous parliez de Ledger, c'est Ian Rogers qui a designé le nouveau coffre-fort numérique. Donc ça, c'est quand même fantastique. On est capable d'attirer des talents comme ces grands monsieur du design en France pour des entreprises françaises. On a eu un accompagnement très très fort de la BPI, de la Caisse des dépôts des pouvoirs publics pour inciter l'innovation, l'entrepreneuriat. Donc maintenant, moi je me retourne vers les entrepreneurs. Ce qu'on voit en ce moment, c'est qu'on a peut-être un petit peu moins d'entrepreneurs qui se lancent. J'ai envie de vous dire aussi, c'est comme les investisseurs, c'est le meilleur moment pour entreprendre. Ça va probablement être plus compliqué, mais toutes les
crise. Et là encore, on n'est pas du tout comme une crise de 2000, puisque le digital, la fibre, les réseaux 5G ne sont encore qu'à leur début. Mais c'est le meilleur moment pour créer des entreprises, donc allez-y. Eh bien alors la fibre, c'est justement notre autre actualité aujourd'hui dans Smart Tech, cette fibre optique qui crée de fortes tensions sur le terrain. On a un Orange qui est un peu en retard par rapport à ce qu'il avait annoncé et une agglomération de Brive qui pose un ultimatum à l'opérateur et le menace de sanctions. Est-ce que ce plan France très haut débit, il a été trop ambitieux, il est trop coûteux? Est-ce qu'il faut le revoir, le réajuster? Je crois qu'il faut surtout déployer. Donc il y a un peu de retard. Voilà. Bon, après, si c'est pas Orange qui le fait, qui le fait. Donc, donc c'est essentiel pour notre compétitivité technologique, économique, d'avoir des réseaux. Hein, on a souvent vu les services, mais on a oublié d'investir dans ce qui fait l'essence même d'une capacité à développer des services, c'est-à-dire des réseaux à très haut débit. Les infrastructures. Et là, les infrastructures, on va les doper. On va peut-être se rendre compte qu'il faut démultiplier les moyens. Il y a aussi un problème de collaborateurs, hein, donc il faut trouver des techniciens. Donc je crois que Orange fait partie, comme beaucoup de secteurs, est en tension sur ces recrutements. Alors donc, ils font beaucoup recours aussi à des intermédiaires, des prestataires externes. Il y a eu beaucoup de polémiques autour de la qualité justement du travail, de la formation de ces personnels qui parfois ils vont trop vite et donc ça ne fonctionne pas. On voit que c'est quand même très tendu en ce moment hein, sur le terrain. En fait, le capex est énorme. La fibre, ça coûte rien. La fibre, c'est du plastique. Simplement, il faut creuser des trous. C'est de l'infrastructure et du génie civil, pardon. Et ça coûte très très cher et c'est très très long. Quand en plus on vise des territoires qui sont pas forcément les plus denses, qui dit territoire peu dense dit moins de revenus, j'aurai moins d'abonnés. Ouais. Donc c'est clairement pas la priorité et on peut pas en vouloir à une boîte qui a quelque part une équation économique à respecter de faire ce job. En même temps, elle a une fonction de gestion du bien commun, quelque part. C'est l'ancien France Télécom. Donc je pense qu'ils sont un peu gênés aux entournures. J'aimerais pas être à leur place. C'est pas simple de gérer à la fois son équation économique, à chaque fois le bien commun, les obligations que lui donne le gouvernement. Et alors les sanctions, elles pourraient aller de 9 à 25 millions d'euros. Ouais, moi je pense que ça va être très long et puis surtout ça va remettre un coup de projecteur sur le fait que, comme les médicaments, comme l'eau, comme l'électricité, il faut qu'on soit capable d'investir dans ces infrastructures, dans ces usines. Hein. L'usine pour produire des services technologiques, ce sont les infrastructures de réseau. Donc investissons plus dans le réseau et je crois que le plan 2030 global du gouvernement a un gros volet sur les infrastructures. Et ça me donne l'occasion aussi de vous interroger sur la stratégie qui commence à se dessiner avec la nouvelle patronne d'Orange, Christelle Edelman, qui semble visiblement vouloir se recentrer sur les activités, justement, cœur de métier d'Orange. Ça, c'est signe de quoi? D'une crise, justement? C'est signe alors je suis une ancienne d'Orange, donc j'ai toujours une affection toute particulière pour Orange. Je crois que Christelle, elle arrive à un moment, c'est un changement aussi de génération aux manettes d'Orange, donc c'est un recentrage sur des métiers qui en fait sont des nouveaux métiers clés du numérique. Alors recentrage, le mot est probablement un peu fort, hein, c'est juste que Orange a toujours fait des services business, donc là on intensifie les services aux entreprises, les services de cybersécurité avec beaucoup de succès. C'est intensifier également tout ce qui fait le cœur d'activité d'un opérateur, c'est le réseau, c'est le service. On va peut-être mettre un petit peu moins d'énergie, par exemple, du côté de la banque. Alors, peut-être. Et ça veut dire, oui, je ne sais pas, parce que là, c'est une question de stratégie. Quand on est une grande entreprise comme Orange, il y a des besoins d'investissement lourd sur les infrastructures, on vient d'en parler. Mais est-ce qu'il faut pour autant arrêter de se diversifier? En fait, c'est un vrai sujet. Dans quelle mesure le cœur business d'Orange n'est pas une commodité? Les télécoms purs, la télécommunication, la connectivité, en fait, c'est un marché extrêmement tendu. C'est un marché dont tout le monde veut de la connectivité. Il n'y a pas forcément beaucoup de business à faire. Il n'y a pas beaucoup de marge. Mais se limiter à seulement... Justement. Donc, les stratégies antérieures étaient de dire, OK, j'ai ça, j'en profite, ça donne un avantage sur
je peux faire de la banque parce que j'ai plein de clients. Je peux faire des studios de cinéma et des séries parce que j'ai aussi plein de clients que je fournis en fibre. C'est un peu la stratégie Etc. des GAFAM. Hein. Aujourd'hui, on peut C'est la être un géant stratégie des numérique GAFAM. si on s'ouvre plus loin que son métier. Après, il y a un Avec des historique. services Oui. pour le grand public. Avec toujours une équation très forte entre... Vous pouvez avoir la plus belle stratégie du monde. Si votre exécution n'est pas efficace en termes de ressources, in fine, vous aurez un moment à prendre des décisions délicates. Et je crois que souvent, et là encore, c'est toute la problématique d'un certain nombre de grands groupes, on a envie d'aller sur des nouveaux métiers. On pense qu'on peut le faire de manière organique et on se rend compte au bout d'un moment que l'organique demande du temps d'expérience. Faire des acquisitions... Mais c'est aussi comme ça qu'on passe à côté de marché. C'est aussi comme ça qu'on laisse les autres s'emparer d'un nouveau business. C'est tout un art. C'est tout un art. Quand on veut faire quelque chose qui n'est pas son métier... Je suis bien à ma place de journaliste. Hein. Mais en même temps, regardez un opérateur comme Orange. C'est un opérateur qui est venu du téléphone, qui est monté sur l'Internet, qui est ensuite allé sur le mobile. Donc cette transformation-là, déjà, elle a été extraordinaire et elle continue. C'est pas parce qu'on fait un peu moins de services de banque qu'on va pas continuer à faire des services financiers pour les clients. On n'a pas annoncé qu'elle arrêtait du tout, tout à fait. On termine peut-être par juste un regard d'actu chacun, si vous en avez. Moi, j'en avais un, c'est un petit rappel de la CNIL quand même sur le fichier client de Camailleux qui devait être mis en vente comme ça aux enchères cette semaine. Bon, finalement, non, ça n'a pas eu lieu parce que la CNIL a quand même rappelé, attention, les clients, il faut s'assurer que ce sont toujours des clients actifs déjà, on ne peut vendre que des fichiers de clients actifs et non pas des fichiers de clients administratifs. Et puis ensuite, il faut qu'on s'assure qu'il y a eu un consentement explicite de ces clients pour que ces données soient utilisées par des partenaires ou dans d'autres circonstances. Donc finalement, on a annulé la vente, c'est beaucoup plus simple, mais c'est toujours intéressant que la CNIL fasse ce petit rappel. Une actu dans le viseur. Je pensais juste aux annonces d'Apple qui va malheureusement faire moins d'iPhone, malheureusement pour eux, que ce qu'ils avaient prévu. Pourquoi ? Parce que l'actualité chinoise, en particulier tout ce qui se passe autour du zéro Covid, fait que les usines travaillent au ralenti. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'Apple est en train de pousser très fort la délocalisation de sa production chinoise vers d'autres pays comme l'Inde ou le Vietnam. Et alors, si on se demande c'est quoi Apple, Apple, c'est 3,9% des exportations chinoises. 3,9%. Merci beaucoup Alain Staron. Stéphanie, vous restez avec moi comme ça, je passe quand même à la séquence d'après. On va découvrir un dispositif, une première mondiale, un dispositif pour lutter contre les crises d'épilepsie.